Depuis la nuit de temps, l'or a toujours été un élément très précieux. L'or et l'argent a servi d'échange pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de peuples, remontant à beaucoup d'années, très loin dans le passé. Et évidemment, celui qui avait plus d'or, ou plus d'argent, on parle d'argent, métal, était le plus argenté, donc le plus riche. Plus on avait d'or, plus on avait de capacité. C'est-à-dire, il fallait de l'or pour faire des échanges. J'ai besoin d'or pour acheter, par exemple, du pain, acheter à manger pour la famille. Il fallait avoir de l'or, avoir un terrain, une parcelle, avoir de l'or en échange. On ne se servait donc pas de l'argent papier. On servait des métaux, de l'or et de l'argent pour faire des échanges. Le monde a vécu comme ça pendant beaucoup de siècles. En 1848, les États-Unis ont connu une explosion en or. Et après avoir trouvé de l'or en Californie, beaucoup de personnes venant de l'Est sont parties à l'Ouest cherchant de l'or. Parce que tout le monde se disait, en ayant de l'or, on deviendrait riche, ou on vivrait paisiblement sa vie. Et en 1900, l'an 1900, on a créé ce qu'on appelle le Gold Standard Act. Le Gold Standard Act consistait à établir de l'or, c'est-à-dire le dollar pour l'or. On a établi de la valeur. Parce qu'évidemment, à l'époque, il y avait un problème. Quand on veut acheter une pomme, par exemple, on sort de l'or en échange pour la pomme. Si on veut acheter une maison, il faudrait beaucoup plus d'or pour acheter une maison. Et les humains étaient évidemment incapables de transporter cet or pour faire des grands achats. Et il a fallu trouver un système pour symboliser le nombre d'or qu'on avait par rapport au nombre de papiers qu'on avait. C'est-à-dire on te donne un nombre bien établi de papiers pour l'or que tu as. Si tu as par exemple 100 dollars en valeur d'or, on te donne 100 dollars en valeur de papier. C'était à peu près la création de banque. Et on a établi que seul le dollar pouvait convertir de l'or. C'est-à-dire on pouvait avoir un montant précis en dollars pour un poids précis d'or. Le problème avec ce système, c'est que la valeur de l'argent chutait à chaque fois que les miniers découvraient des nouveaux gisements d'or. Pour pallier à ce problème, dans ce qu'on appelle de Bretton Woods en 1944, donc la France, les États-Unis, l'Angleterre, le Japon et autres, ils sont mis ensemble pour dire bon, ok, on ne fera pas nos échanges en or, mais on le fera plutôt en dollars. C'est-à-dire le dollar était élu comme l'argent mondial, à peu près, comme l'argent avec lequel on pouvait faire ces transactions internationales. Par exemple, si vous voulez acheter quelque chose venant du Japon, vous ne vous servirez plus nécessairement d'or pour faire l'achat, mais vous vous servirez plutôt du dollar pour faire cet achat. Le dollar était donc établi comme la monnaie réserve, ce qu'on appelle le gold standard, la monnaie puissante, ainsi donnant le pouvoir aux États-Unis, le pouvoir économique que le pays a aujourd'hui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont joué un rôle très important à libérer les pays européens qui ont été sous l'emprise des Allemands. Et aussi, il faut mentionner que les États-Unis à l'époque avaient 75% d'or sur terre. Pendant 3 semaines, on a créé la Banque mondiale, l'FMI. Mais cela a posé problème, pourquoi? Parce que la quantité d'or est bien limitée par rapport à l'argent qu'on peut avoir. L'argent peut être imprimé, mais on ne peut malheureusement pas imprimer l'or. Pour tout $1 qu'on avait, on avait l'équivalent en or. Pour tout $100 qu'on avait sur le marché, on avait l'équivalent de $100 en or. Malheureusement, avec le système en place et l'amour démesuré d'argent, on a commencé à imprimer beaucoup plus d'argent qu'il n'y avait d'or en réserve. Et cela a posé problème. Parce qu'à chaque fois que chaque personne voulait retirer son or, par exemple, on ne pouvait malheureusement pas le lui rendre parce qu'il n'y avait pas assez d'or pour chaque argent imprimé. Et cela a posé un nouveau problème qu'on appelle la stagflation. Et la stagflation décrit une situation économique dans laquelle se conjugue la stagnation de l'activité économique, faible croissance économique et chômage élevé et hausse prix, donc inflation, manque de travail, difficultés sociales. Alors pour essayer de se libérer de ce problème, Nixon, qui était président des États-Unis à l'époque, a décidé de libérer le dollar de l'emprise de l'or, c'est-à-dire on n'avait plus nécessairement besoin d'avoir autant de dollars qu'on a d'or. Donc désormais, on a commencé à imprimer autant de dollars qu'on voulait sans qu'il n'y ait nécessairement d'or pour représenter ces dollars. Donc pour dire, Nixon lui-même a choisi de son propre gré. Désormais, le dollar ne sera plus attaché à l'or. Donc on peut imprimer autant d'argent qu'on veut. Si j'ai besoin d'1 million de dollars, j'imprime 1 million de dollars. Si j'en ai besoin de plus, je ferai comme je veux. Désormais, ça avait changé. Ce n'était plus l'or, c'était le fiat, c'était du papier. Et comme cela a été difficile, les États-Unis ont cherché à trouver un moyen alternatif. On n'était pas certain que ça allait durer cette façon. Et pendant cette époque, l'Arabie Saoudite commençait à grandir parce qu'on avait trouvé beaucoup de réserves de pétrole. Et le pétrole, évidemment, pour l'industrie, était essentiel pour la croissance économique de chaque pays du monde. Comme tout le monde avait besoin de pétrole pour évoluer, pour progresser, pour construire et bâtir sa nation, les États-Unis sont partis négocier avec l'Arabie Saoudite, envoyant un délégué spécial Kissinger pour aller négocier avec le roi de Saoud, disant « Mon cher, est-ce que tu peux nous permettre à ce qu'on ait exclusivité d'achat chez vous ?» C'est-à-dire, pour chaque pays qui voudra acheter le pétrole chez vous, ils doivent essentiellement utiliser le dollar pour conclure la vente. C'est-à-dire, si vous avez, entre parenthèses, des francs français, des Deutschmark, vous ne pourrez malheureusement pas acheter le pétrole de l'Arabie Saoudite. Donc, il faudrait essentiellement changer votre argent en dollars pour faire votre achat de pétrole. Et cela, évidemment, comme vous l'avez bien deviné, donnait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Énormément de pouvoir au dollar. Et le dollar était devenu à peu près la monnaie suprême. Donc, le pétrodollar, comme on l'appelle, est une chose qui a permis aux États-Unis de régner pendant longtemps. A permis au dollar d'être l'argent de tout le monde.
Aujourd'hui, évidemment, si vous allez en Russie, vous pouvez sortir les dollars et faire vos achats. C'est facile. Par rapport à si vous partez avec vos francs CFA, on va probablement vous gifler, vous envoyer dormir dehors. Si vous allez en Zambie avec vos dollars, on peut vous accepter. Si vous allez en Mauritanie, en Australie, on va certainement vous gifler et vous envoyer avec vos francs CFA. Mais le dollar, par contre, c'est la monnaie acceptée par tout le monde, grâce au pétrodollar. Maintenant, chaque nation qui s'est levée contre le pétrodollar a eu des sérieux problèmes. Et l'initiateur a été capote. En octobre 2000, Saddam Hussein dit « Mon pays ne vendra plus son pétrole », parce qu'ils en avaient beaucoup aussi, en dollars. Désormais, on vendra le pétrole en euros. Si vous avez de euros, on pourra vous vendre ce que vous désirez. Si vous n'en avez pas, désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps plus tard, on a découvert qu'il y avait des bombes à radiateurs, comment on s'appelait, bombes à explosion massive, bombes en Irak. On est parti, on a bombardé, on a explosé, on a détruit des vies humaines. On ramenait au Moyen-Âge un pays au moins qui commençait à devenir prospère. Parce que quelqu'un s'est levé contre le pétrodollar. Saddam Hussein avait dit on ne peut plus se servir de la monnaie de l'ennemi. Et c'était la raison pour laquelle la destruction massive a été faite en Irak. Quelque temps après, en 2009, Mohamed Kadhafi dit désormais mes amis africains et arabes, on va trader en dinars. Hors dinar, c'est-à-dire pour faire nos échanges entre nous, on ne se servira plus nécessairement du dollar, parce qu'évidemment pour qui ils se prennent, on va se servir du dinar pour essayer de faire nos échanges. La réalité, si le dinar avait fonctionné, si l'histoire de Kadhafi avait touché son bout, atteint ses objectifs, les pays ayant de l'or seraient les plus prospères du monde. Vous savez ce qui s'est passé? L'OTAN est parti bombarder Kadhafi prétextant qu'il maltraitait son peuple. On l'a explosé, on a bombardé, puis bon, il a été... Donc c'est pour dire, le pétrodollar a accordé beaucoup de puissance aux États-Unis d'Amérique. Et toute personne qui se lève contre le pétrodollar ne résistera pas aux frappes infernales de l'Europe. Pendant longtemps, les ont beaucoup menacé la Russie, menaçant de « on va te couper de ceci, on va t'empêcher de faire ceci, tu n'auras plus accès au SWIFT ». Le SWIFT qui est un moyen de communication financier pour permettre aux banques de communiquer. C'est-à-dire, vous êtes en France par exemple, vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un au Burundi. Il faudra essentiellement vous servir du SWIFT pour faire le transfert à l'autre banque au Burundi. Sinon, ce serait impossible, si pas très difficile. Vous êtes au Sénégal, il faudrait essentiellement vous servir du système SWIFT pour faire vos transactions. Ceci est valide aussi pour les grands commerces, les grandes entreprises. Donc pour trader, pour échanger, pour acheter et vendre, il faut essentiellement aujourd'hui faire usage du mécanisme SWIFT. Le SWIFT qui a remplacé le FedEx en 1973. Compte tenu de toutes ces menaces que la Russie a souvent... Vous savez, quand vous menacez quelqu'un un peu de trop, à un moment donné, il cherche à moyen de trouver des moyens alternatifs, de contourner un peu ce que vous faites. C'est-à-dire, si c'est vous qui lui accordez l'argent de transport et qu'à chaque fois vous le menacez, tu sais, c'est moi qui te donne l'argent de transport, sinon je veux couper ça. À un moment donné, il dira, bon, ok, comme cette personne me menace un peu trop, je crois qu'il faut que je trouve un moyen alternatif de partir, de trouver l'argent de transport. Au cas où un jour, il décidait réellement de me couper ses ressources, je ne serai pas dans les rues. C'est exactement ce que la Russie a fait. La Russie a signé un contrat récemment, au mois de février, avec la Chine, un contrat de 30 ans, vendant à la Chine le gaz russe. 30 ans de contrat exclusif, donc contrat ouvert, vendant à la Chine le gaz, mais en euros, pas en dollars. Quelques temps plus tard, Joe Biden a signé l'autorisation de donner 350 millions de dollars à l'Ukraine. Coïncidence. Rentrons un peu en arrière. Saddam Hussein a dit « Je vendrai mon pétrole en euros ». Quelques temps après, on l'a bombardé. Kadhafi a dit « Faisons le dinar, échangeons en dinar ». Quelques temps après, il a été tué dans les rues. La Russie signe un contrat exclusif avec la Chine de 30 ans, en euros. Biden signe quelques jours après l'autorisation de donner 350 millions de dollars à l'Ukraine. Très intéressant à voir. Ce qui est intéressant à voir à cette histoire, c'est le besoin essentiel de dominer sur la domination. C'est deux géants en train de lutter. Et il faut faire usage de son intelligence pour comprendre. Tout ceci n'a rien à voir avec les peuples. Tout ceci a tout à voir avec les grandes entreprises. Parce que la guerre en soi bénéficie à certaines personnes. Pour nous, la guerre est horrible, la guerre n'est pas acceptable. Mais pour certaines personnes, leur argent est fait pendant la guerre. Qui fabrique les armes? Ce sont les entreprises privées. On vous dit souvent que le pays fabrique des armes. Ce n'est pas vraiment le pays, c'est une entreprise basée dans un pays qui fabrique les armes. Comment sont-ils autorisés à faire ça? Simplement parce qu'ils donnent l'argent aux politiciens pour devenir président ou chef de gouvernement. Pour devenir chef de gouvernement, il faut recevoir de l'argent venant des investisseurs. Donc il y a des investisseurs de la mort, des investisseurs dans des armes. Et pour eux, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de revenus. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Ford a fourni beaucoup d'efforts pour équiper l'armée américaine, pour lutter contre Hitler. Un acte patriotique, on dirait, n'est-ce pas? Mais quelques temps après, on découvrira des machines fabriquées par Ford
entre les mains des Allemands. Comment est-ce qu'ils ont eu ça? Ford a vendu ici, il a aussi vendu là-bas. Bien qu'il savait ce qui se passait exactement dans le monde, son objectif n'était pas nécessaire. Ce qu'on pourrait croire logique, son objectif à lui, c'était de faire de l'argent. Tout ceci tourne autour de quelque chose. À vous de juger.